Et j'ai écouté très attentivement tous ceux qui m'ont précédé. Et je voudrais tout simplement essayer de partager une réflexion avec vous qui est le fruit en fait de plusieurs années, plus de 20 ans aujourd'hui de travail de recherche, d'enquête très fouillé sur une bonne partie de ces dossiers. Et j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs pays différents. Et que ce soit sur le Soudan, la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine, j'en passe. Et je me suis rendu compte, le Congo, RDC, le Rwanda, lorsque je commençais mes enquêtes au tout début, j'étais considéré comme un journaliste sérieux, etc. Quand j'ai commencé à travailler sur un certain profil de sujet, c'est pas qu'on disait que j'étais plus sérieux, mais en fait, on a commencé à se dire ce type a l'air un peu bizarre, il a l'air un peu suspect, dangereux, est-ce qu'il travaille pour les officines, les services secrets, etc. Comment se fait-il qu'il ait des informations qui sont aussi difficiles d'accès, etc. Bref, en fait, il n'était pas habituel dans l'esprit de beaucoup de gens, aussi bien les Africains que les Français, pour ce qui concerne le territoire sur lequel nous sommes, de voir des Africains investir ce genre de terrain, surtout quand ils sont journalistes, et puis surtout obtenir ce genre d'informations à ce niveau des dossiers. Et donc, je me suis simplement dit que c'était une bonne chose, parce que quand c'était des journalistes français, belges, allemands ou américains qui publiaient des enquêtes extrêmement fouillées, très documentées, etc., ça paraissait normal, c'était logique. Mais pour un Africain, c'était bizarre. Qui était derrière lui, qui le soutient, avec qui, machin, etc. Donc, je me suis dit, je veux multiplier un peu le travail sur des pays différents, et je vais essayer de voir comment les choses se passent. Et la réflexion que je voudrais partager avec vous porte sur deux points. Un rapport direct avec le thème de la journée, sur la violation des droits de l'homme en Afrique de manière générale. Et sur le deuxième point, sur l'instrumentalisation de la défense des droits de l'homme. Retenez bien ces deux points parce que ces deux points se tiennent, puisque pour qu'on puisse défendre les droits de l'homme, il faut que les droits de l'homme soient violés. S'il n'y a pas de violation, il n'y a pas de défense. Mais quand on regarde la défense, la violation des droits de l'homme, je me suis rendu compte, je prends juste quelques exemples pour que vous voyez comment, quand on parle de l'Empire, l'impunité impériale, etc., je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, la violation des droits de l'homme en Afrique n'est plus ce qu'elle était du temps des partis uniques. Et on avait un responsable politique, un dirigeant, qui portait des actions à l'intérieur de son territoire contre ses concitoyens, du fait qu'il était tout puissant, qu'il avait tous les pouvoirs. Depuis le début des années 90, la donne a un peu changé. C'est-à-dire que la violation des droits de l'homme n'est plus simplement l'œuvre ou l'action d'un dirigeant omniscient et tout puissant. Il y a une violation des droits de l'homme qui est mixte, c'est-à-dire qu'elle prend en partie, elle concerne en partie les dirigeants locaux, elle touche, elle est aussi portée par des groupes de rébellion, des groupes rebelles, elle est instrumentalisée ou utilisée par ce que j'appelle les agents de déstabilisation, qui peuvent être des gens appartenant à des multinationales, qui peuvent appartenir à différents groupes. Et tous ces gens ont un seul objectif, déstabiliser un régime qu'ils considèrent, eux, comme indésirable. Et dès lors où ils considèrent un régime comme indésirable, ils utilisent tous les moyens pour le renverser. Et pourquoi le régime est indésirable? Généralement, le régime est indésirable, soit parce que ce n'est pas lui, c'est lui qui arrive avec son équipe, c'est pas lui qu'on voulait voir au pouvoir, ou alors parce que l'accès aux ressources de ces pays ne mérite pas qu'on puisse y avoir accès
avec un certain profil de type à la tête de l'État. Alors, à partir de ce moment-là, le régime en question sera qualifié d'indésirable. J'ai enquêté, par exemple, sur le Soudan, j'ai enquêté sur le Rwanda, la Côte d'Ivoire, bien entendu, mais également la République démocratique du Congo. Je me suis rendu compte, par exemple, qu'au Soudan, la déstabilisation ou la considération du régime soudanais comme indésirable date de l'indépendance du Soudan en 1956. Et la rébellion du Sud-Soudan est née en 1956, le jour de l'indépendance du pays. Ancienne puissance coloniale britannique, ancienne colonie britannique, les Anglais, en quittant le pays, ont décidé de créer le chaos dans ce pays avec les Israéliens et les Américains qui ont décidé de soutenir les rebelles sud-soudanais. Pour une raison très simple, pour eux, les rebelles sud-soudanais étaient des gens qui n'avaient pas de droits dans leur pays. C'est le même système qu'on va retrouver plus tard en Côte d'Ivoire, qu'on va retrouver plus tard au Rwanda. Ces gens n'avaient rien. Donc comme ils n'avaient rien, il fallait les aider à avoir quelque chose. Et pour avoir quelque chose, il fallait les financer, il fallait les soutenir pour renverser le régime en place. La guerre du Soudan va durer de 1956 à 2011. Date de la partition du Soudan en 2 États différents. 55 ans d'assiduité, de témérité pour déstabiliser un État. Les Africains n'ont pas analysé ce processus, parce que c'est un processus qui est très compliqué. Pendant 55 ans, les Américains, les Israéliens et les Britanniques ont soutenu, financé, armé la rébellion sud-soudanaise. Depuis 2011, le Sud-Soudan, qui n'a plus rien à voir avec le Nord-Soudan, sombre dans un chaos total. Toutes les organisations des droits de l'homme qui parlent à l'époque sont silencieuses. Deuxième pays que j'observe, c'est le Rwanda. Le Rwanda, à l'époque, était considéré par le FMI, la Banque mondiale, comme l'un des meilleurs élèves de la sous-région. 1990, la rébellion dirigée par Paul Kagame, aujourd'hui au pouvoir au Rwanda, décide de prendre le pouvoir parce que les Tutsis du Rwanda seraient victimes de discrimination. Évidemment, à l'époque, Paul Kagame va s'installer en Ouganda, il est adjoint des services de renseignement ougandais, il travaille avec une bonne partie de l'élite Tutsi qui l'avait rejoint là-bas, dans l'armée ougandaise. À l'époque, il est en contact avec le MI6, dont les services secrets anglais. Il est formé aux États-Unis, soutenu par le Pentagone. Il est en contact avec les éléments du Mossad qui se trouvent en Entebbe. Il construit son réseau de relations en Ouganda à la tête des services de renseignement ougandais. C'est avec son aide et son équipe que Yoweri Museveni prend le pouvoir. Une fois que cela est fait, il devient tellement puissant en Ouganda que les Ougandais commencent à en avoir marre et veulent que ces Rwandais rentrent chez eux. Et c'est ainsi qu'ils vont décider d'aller reprendre le pouvoir au Rwanda en tant qu'Ougandais. Ils sont tous détenteurs de passeports ougandais. Washington, à l'époque, lorsque le président Clinton arrive au pouvoir, il a envie d'innover une autre politique américaine qui consiste à amener des jeunes leaders au pouvoir, ce qu'ils ont appelé les Young Leaders africains qui veulent mettre au pouvoir, finir avec les Mobutu, tous les vieux dictateurs qui gênent le continent. On veut une nouvelle politique. Et cette nouvelle politique amène donc des gens au pouvoir, non plus par la voie des élections, mais par la voie des rébellions. Et cette rébellion est une des celles qui a amené Yoweri Museveni au pouvoir et qui, du fait de cette expertise, de cette expérience, ils vont l'utiliser au Rwanda. Charles, c'est pas pour vous couper, parce qu'on voulait accorder même une journée, de là, 3 minutes. Non, Charles. Je vais tenir mes 10 minutes. Je vais tenir mes 10 minutes. Si vous ne m'avez pas interrompu, j'allais aller très très vite.
Donc, je reprends mes 2 minutes après. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que je vois, vous êtes inquiet parce que la description historique vous fait peur, vous donne l'impression que je vais y passer la journée. Non. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que le Rwanda, le Rwanda aide Museveni, donc ils vont faire la même chose au Rwanda. Et ils attaquent le Rwanda en 1990, pendant que le président Habyarimana est à Washington. Grâce à la France intervient parce que Mitterrand, à l'époque, se rend compte que les Américains ont décidé de s'emparer des ressources énergétiques. Parce que là, on est au cœur du sujet. Les États-Unis veulent s'emparer de toutes les richesses de cette région, et pour s'emparer des richesses de cette région, il faut bousculer la France. En même temps qu'ils ont les rapports avec la France, des rapports d'alliés, ils ont également des rapports de compétition. Et ces rapports de compétition amènent donc à renverser le président Habyarimana qui est assassiné en 1994. Et on va donc commencer ce qu'on a dit partout, l'histoire terrible du génocide Tutsi, qui, à mon avis, et je le dis tranquillement, juste depuis plus de 10 ans que je le dis, à part quelques insultes, j'ai jamais eu quelqu'un qui vient me démontrer que ce que je disais était faux. D'ailleurs, depuis la création du tribunal pénal international depuis 20 ans, le tribunal a fermé ses portes sans avoir prouvé qui a planifié le génocide. Donc, l'histoire du génocide Tutsi est une histoire fausse. Et une fois que cela est fait, les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent compte que finalement, ils se sont fait avoir par les Américains. Généralement, à l'époque de Foccart, les interventions étaient directes. C'était l'État qui organisait la déstabilisation des États. Les Américains font sous-traiter leurs actions de déstabilisation. En 2001, lorsque le président Gbagbo arrive au pouvoir en 2001 en Côte d'Ivoire, les Français changent de stratégie. Ils ne sont plus dans la stratégie classique ancienne, ils forment une rébellion, puisqu'ils ont vu que ça a été un succès remarquable au Rwanda face aux Américains. Ils vont donc utiliser cette stratégie en Côte d'Ivoire pour renverser le président Gbagbo à travers la rébellion. Mais en Côte d'Ivoire, les gens qui sont dans le dispositif de l'appareil d'État ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas intéressés au dossier rwandais. Et donc, on retrouve des gens qui soutiennent dans le dispositif du président Gbagbo Paul Kagame comme quelqu'un qui, en fait, se bat contre la France, sans se rendre compte que dans la presse française, le président Paul Kagame est à la une de tous les médias, il est soutenu par tous les médias, et le président Gbagbo est honni par toute la presse française. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas si effectivement ils mènent le même combat. Et j'arrive au dernier point qui est très intéressant pour moi, c'est l'instrumentalisation de la défense des droits de l'homme. Alors, à partir du moment où on a créé le chaos, à partir du moment où, effectivement, les droits de l'homme sont violés, parce qu'il y a des guerres, il y a tous les massacres, c'est que M. Yongard écrivait, quand vous ajoutez des rébellions, c'est multiplié par 1000, par 100. Eh bien, vous voyez donc deux aspects dans cette défense des droits de l'homme. Un, le mouvement, la mobilisation des organisations des droits de l'homme et des médias. Pour connaître très bien les journalistes, la façon dont ils travaillent et très bien les médias, à ce moment-là, on désigne donc la personnalité ou le régime indésirable, qui devient seul responsable de toutes les exactions du pays. En Côte d'Ivoire, on a oublié qu'il y avait une rébellion là-bas. Tous les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire, commis ou pas commis d'ailleurs, n'ont qu'un seul responsable, le président Gbagbo et sa femme et son équipe. Au Rwanda, on a utilisé la même stratégie. Dès 1993, on a oublié qu'il y avait une rébellion Tutsi qui avait commencé la guerre en 1990. Le seul responsable de toutes les actions dans ce pays, c'était le président Habyarimana. On a retrouvé également la même stratégie au Soudan. Il y a eu une guerre au Darfour, il y a eu une guerre avec les Sud-Soudanais, comme je vous ai dit dès le début de mon exposé. Depuis 1956, il n'y a jamais quasiment eu, dans l'entendement des organisations des droits de l'homme et dans l'entendement des médias, il n'y a jamais eu de rébellion au Soudan. Toutes les rébellions du Soudan, que ce soit du Sud-Soudan ou du Darfour, n'avaient qu'un seul but, c'est de se battre pour les droits de l'homme. Donc, toutes les organisations des droits de l'homme et les médias désignent un seul responsable, c'est le président al-Bashir. Et puis arrive le point final de tout cela, c'est l'utilisation du dernier seuil de défense des droits de l'homme, c'est la Cour pénale internationale, qui, elle, est là pour légitimer toute cette campagne qui est faite
par les organisations des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch. Quand j'étais jeune, encore à 20 ans, j'étais fasciné par ces organisations. Mais depuis que je les connais très bien, eh bien, je les regarde avec une indifférence incroyable. Et d'ailleurs, quand ils se mobilisent tous contre un truc, c'est là que je me dis qu'il faut commencer à enquêter. Et cette institution qui est devenue aujourd'hui, il y a une division, il y a certains Africains qui pensent qu'il y a tellement d'impunité qu'il faut quand même une cour pénale, même si elle est bancale, même si... c'est pas du tout mon avis. Mais je crois que, et ce sera mon dernier point... Oui, Charles, il faudra conclure. Oui. Ce sera mon dernier point, c'est le fait que quand on a brossé ce tableau, on n'a pas donné l'impression que les Africains ne sont que des victimes dans cette histoire. J'ai 2 points rapides que je souligne pour montrer aussi le manque de sérieux des Africains dans la défense des droits de l'homme. Parce que si les autres ne défendent pas assez bien vos droits, il faut quand même que vous arriviez, vous, à bien les défendre. Mais pour l'instant, j'ai 2 points qui me paraissent importants. Le premier point, c'est le rapport mapping. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la République démocratique du Congo, mais les Nations Unies ont publié en 2010 un rapport incroyable d'expertise. Nous, on le disait depuis des années, mais c'est les Nations Unies qui le disent en 2010, disent que le Rwanda est impliqué dans le pillage des ressources en République démocratique du Congo. Que font les juristes congolais et tout ce qu'il y a comme savants ou chercheurs dans la communauté congolaise, ou juristes d'ailleurs? Il n'y a pas d'action à la suite de ce rapport. Et il y a eu une dizaine de rapports avant. Deuxième point, qui pour moi est encore beaucoup plus frustrant parce que c'est un de mes engagements sur la Côte d'Ivoire, c'est le bombardement du camp militaire français de Poitiers, où le président Gbagbo a été cité publiquement par le ministre de la Défense, Mme Michèle Alliot-Marie, comme le responsable qui a tué 9 militaires français à Poitiers. J'ai enquêté sur ce dossier, j'ai rencontré la juge Brigitte Reynaud qui a travaillé sur ce dossier. Avec la juge, on est frustré. Quand la juge me disait à l'époque que je suis frustré, de n'être pas allé jusqu'au bout parce que les autorités françaises m'ont mis les bâtons dans les roues. Mais est-ce que les Ivoiriens ont été suffisamment déterminés dans ce dossier? Je ne crois pas et je vous remercie. Merci. Personnellement, je ne vous ai pas trouvé trop long.